Émission du 1er mai 2024. Bienvenue à tous. Kim Roy-Grenier au microphone, aujourd'hui à l'émission, à l'approche du Festival du Jamais lu. Nous recevons l'artiste multidisciplinaire Lyraël Dauphin, qui fait partie de la programmation du festival. Bonsoir Lyraël. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous décrire physiquement et nous partager vos pronoms? Oui, alors mes pronoms sont IL, j'utilise des accords féminins, j'ai une longue chevelure qui me descend jusqu'aux fesses. Non, ça c'est pas vrai malheureusement, pas encore. Je suis vêtue de rose et de pantalons déchirés. J'ai un maquillage, un liner assez prononcé avec du jaune et du bleu. Et j'ai des ongles tout croche. Et la casquette aussi? Ah, la casquette Daddy avec des studs, oui, que je porte tous les jours depuis 10 ans. C'est triste. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous faire partie des communautés LGBTQ+. Pour moi, c'est la famille. Pour moi, c'est le repos. Même si c'est souvent pas le repos, mais d'être avec des gens qui me ressemblent, des personnes qui vivent des vécus semblables aux miens, je me sens détendue. J'ai pas besoin d'expliquer des choses. Donc, pour moi, c'est vraiment un sentiment de sécurité, en fait. Ouais. Et quelle est l'importance pour vous de l'art engagé dans le climat politique actuel? Ah, ben ça, écoute, quand tu es une personne où ton identité est toujours politisée sans ton consentement, au final, tout ce que tu fais peut être considéré comme engagé, prendre de l'espace, prendre parole et parler de qui tu es, c'est déjà un peu engagé. Donc, pour moi, c'est très important. Mais je pense pas que c'est aussi une obligation pour tout le monde. Je pense que tout le monde doit faire avec ce qu'on a à donner. Moi, c'est une position que j'aime prendre parce que je pense que je peux pas faire autrement. Ça m'habite un peu trop. Donc, pour moi, c'est très important d'être engagé dans ce climat actuel. Alors, on poursuit la discussion dans quelques minutes. Et ce soir, la chronique humoristique fait place à une chronique littérature engagée avec l'autrice Catherine Lavarenne. Bonsoir, Catherine. Bonsoir. Est-ce que tu peux te décrire physiquement et nous partager tes pronoms? Oui, alors mes pronoms, c'est elle, accord féminin. Me décrire physiquement, je suis une femme blanche, cis, fin quarantaine, avec des cheveux bruns, qui a du blanc un petit peu dedans, caché par-ci par-là, genre de petite molette. Je suis petite, avec une face un petit peu de souris, puis je porte une chemise ample, blanche, avec des motifs noirs d'animaux sauvages. Face de souris, mais tellement attachante. Et de quoi tu vas nous parler ce soir, Catherine? Bien, ce soir, je veux célébrer le 1er mai en vous parlant de mes collègues, qui sont des personnes extraordinaires à travers le Québec qui œuvrent dans le milieu communautaire LGBTQ+. Et j'ai très hâte de leur rendre cet hommage parce que ce sont des personnes fantastiques. Un hommage vibrant. Je l'ai lu et j'ai très hâte de te l'entendre, le prononcer, cet hommage. Et puis, on va aller faire un tour aussi au Bas-Saint-Laurent pour découvrir le travail fait par l'organisme La Débrouille à Rimouski. L'intervenante Beck sera avec nous. Et en culture, c'est l'entrée en scène ce soir de Léolie Eshraghi, sommité mondiale, oserais-je dire, qui va nous parler d'art visuel. Moi, c'est Kim Roy-Grenier. Je suis journaliste homosexuel et non-binaire. J'utilise le pronom « il », sauf quand je suis maquillée où je préfère le pronom « elle ». Ce soir, sur scène, je porte une chemise printanière colorée. Et pour les habitués qui sont ici en Normandie, vous aurez peut-être remarqué ma chevelure plus bouclée qu'à l'habitude. C'est que j'ai renouvelé ma permanente cette semaine. Je l'avoue, j'ai été... j'ai trompé tout le monde tous ces derniers mois. Mais comme c'est ma fête en fin de semaine, je voulais être sacoche, comme on dit, pour sortir. Alors, nous sommes en direct de la taverne Le Normandie dans le village à Montréal. C'est parti pour tous. Le Festival du Jamais lu a lieu du 3 au 11 mai au Théâtre aux Écuries à Montréal. 26 événements et projets de théâtre inédits vont être présentés sous le thème « Attiser la lumière » pour insuffler joie, solidarité, douceur et engagement. Et parmi les artistes à la programmation, Lyraël Dauphin, que nous accueillons sur scène ce soir. Bonsoir, Lyraël. Bonsoir. Alors, sur le site du festival, on vous présente comme un artiste multidisciplinaire engagé, doté d'un imaginaire déjanté. Il s'incarne comment pour vous, cet imaginaire déjanté? Cet imaginaire déjanté s'incarne de plusieurs manières dans mon écriture, je dirais, dans les images que j'utilise, mais aussi dans les médiums que j'utilise à travers mon art.
Je suis une personne avec une pensée très visuelle aussi. Donc, quand j'écris toujours avec le visuel en tête, ce qui fait que j'ai toujours des éclairages très précis ou des images, des sons. Je suis vraiment multisensoriel dans toute mon écriture, définitivement. Puis aussi, juste dans mes idées, je suis un peu bizarre, puis j'aime ça y aller là-dedans. Puis j'aime créer des moments un peu saisissants ou étranges. J'aime jouer avec des choses qui rappellent un peu l'animation japonaise aussi, qui est une de mes passions. Donc, j'aime aller dans des zones qui sortent un peu de la trame normale ou habituelle. Un beau mélange de tout ça. Un beau mélange. La lecture de votre pièce « Le condo de mon Adelphes », qui est un terme épicène pour désigner le lien de parenté qui unit les enfants nés des mêmes parents, mais sans distinction du genre, aura lieu le samedi 4 mai à 16h. Qu'est-ce que ça raconte, cette pièce? Cette pièce-là raconte la rencontre entre Jade et Clara, qui sont liés par la mort de Jules, qui était l'Adelphes de Jade et l'ami de Clara. Clara, dans le fond, c'était la voisine de Jules. Et suite au décès, Jade vient vendre le condo et fait la rencontre de Clara. Et les deux réalisent qu'elles ont besoin d'être ensemble pour traverser le deuil, pour trouver du sens, pour essayer de comprendre c'est quoi un deuil, mais en même temps vendre le condo à travers des visites complètement étranges où personne n'est vraiment là pour acheter le condo. Tout le monde est là pour voler des choses ou juste être complètement bizarre. Fait que c'est comme un visage sur, un reflet sur l'immobilier et le deuil et surtout l'amitié et la communauté à travers les épreuves. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette histoire? Ce qui m'a inspiré, c'est mon lien avec mon frère, je dirais, et ma mère qui a été malade très longtemps dans ma vie. Donc, j'ai toujours un peu flirté avec l'idée de la mort. Et à travers ça, à travers ma relation qui s'est développée à travers la maladie de ma mère avec mon frère, je me suis mise à imaginer qu'est-ce qui se passerait si il arrivait quelque chose à mon frère, puis comment je pourrais gérer avec ça. Puis c'est des choses que je pense que je gérais difficilement. Donc, j'ai créé ce moment-là où deux personnes se rencontrent parce que je pense qu'un deuil, ça ne devrait pas se vivre tout seul. Puis c'est un peu sur ces questions-là, sur la santé mentale, sur le système de santé, le filet social qu'on a au Québec principalement pour gérer la santé mentale. Donc, c'est vraiment une pièce qui parle de ça. Puis c'était un thème qui était très, très, très important pour moi. Ouais. Mais justement, la santé mentale, ça vous interpelle personnellement et depuis bien avant la pandémie. Là. C'est quoi votre relation avec ces enjeux-là? J'ai longtemps vécu moi-même avec des enjeux de santé mentale. Depuis l'enfance, j'ai eu des épisodes difficiles que j'ai cachés. J'ai beaucoup dissocié dans ma vie. J'ai comme une partie de mon enfance que je me souviens plus vraiment. Il y a beaucoup de choses qui sont associées à mon identité de genre, qui était plus fluide à l'enfance. Et on m'a appris qu'il fallait pas que je fasse ça. Fait que je suis tombé dans une zone plus difficile. Et plus tard dans ma vingtaine, quand j'ai comme laisser ces choses-là refaire surface. J'ai eu des épisodes de noirceur et tout ça. J'ai aussi eu des amis au secondaire qui avaient des épisodes de noirceur. Donc, j'ai toujours dû gérer ou être dans ces zones-là de santé. Et pour moi, c'est ça. C'est juste hyper important parce que je réalise que moi-même, je ne savais pas quelles ressources je pouvais avoir, à part ma meilleure amie qui venait faire ma vaisselle puis qui m'aidait à me relever, tu sais. J'étais comme, ben c'est ça aussi, tu sais, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Ben c'est s'en parler au final. Ouais. C'est pas des sujets toujours jojo, on va se le dire. Non. Pourtant, même si vous mettez en scène des histoires dramatiques, il y a quand même du rire. En fait, vous réussissez à susciter le rire chez le public. Comment vous l'expliquez? Je dirais que le rire fait partie à 100% de ma vie. Je pense qu'avec le drame, le rire n'est jamais très, très loin. En tout cas, du moins pour moi, ça a été un moyen de survivre. Tu sais, le rire a été un moyen de me protéger, de créer cette personne-là qui faisait que les gens ne voulaient pas me tuer pour les propos que j'avais ou pour la personne que j'étais. Donc, j'ai appris à être drôle, à être divertissante pour que les gens soient doux avec moi. Puis à travers ça, malgré moi, dans mon écriture se cachent toujours des blagues et de l'humour. Fait que même moi, quand je pense que j'écris quelque chose d'hyper dramatique, puis je suis comme, mes amis, ils vont lire ça, ils vont trouver ça lourd. Tout le monde est comme, c'est tellement drôle, le rythme est drôle, il y a des blagues, il y a une scutigère qui arrive puis qui fait vraiment peur dans la pièce. Tu sais, il y a des petits détails que je réussis à rentrer dans le dialogue qui fait que ça reste très dynamique, très vivant. J'utilise aussi des outils comme des états altérés qui font que des situations qui sont vraiment dramatiques peuvent être brisées en un petit claquement de doigts. Et là, tout d'un coup, on fait comme « Hey, mon Dieu, c'est un peu intense ce qu'on dit là », puis ça nous ramène un peu au fait que on tombe facilement dans le drame quand on se parle, puis il y a du drame autour de nous tous les jours. Puis après, c'est qu'est-ce qu'on en fait, tu sais.
Sans dévoiler de punch, là, mais Non. mettons dans la pièce, le conto de Mon Adelphes, Oui. comment ça se traduit, ça, cet humour-là? Cet humour-là se traduit principalement, je dirais, dans les visites qui sont complètement étranges. Comme j'ai dit plus tôt, il y a quelque chose d'un peu circassien, de burlesque ou de grotesque dans les visites. Énormément de rythme, beaucoup de personnages, beaucoup de changements de personnages. J'ai comme 15 personnages dans la pièce qui sont interprétés par 6 personnes. Donc, il y a des personnes qui sortent, qui reviennent, qui sont tout d'un coup un petit bonhomme bizarre qui veut juste utiliser les toilettes. Puis c'est juste comme ces situations-là étranges, je pense, de la vente d'un appartement, d'un condo, d'une maison, qui pour moi est déjà une situation complètement étrange et comique, quand tu le mets en comparaison avec l'état de la personne qui vit ce deuil-là et qui doit vendre la maison. Donc déjà, on a une situation qui est assez grotesque à la base. Ouais. Vous avez fait beaucoup d'impro aussi. Ouais. Ça aussi, ça a un impact dans votre processus d'écriture? Ah, 100 Ben, la manière que j'écris vraiment en écriture automatique. Donc généralement, j'écris, je tombe dans une zone pendant 3 heures. Après, j'ai pas le temps de relire ma pièce, je la relis 3 jours plus tard, puis je fais comme, mon Dieu, c'est ça que j'ai écrit, je me souviens d'absolument rien. Puis très souvent, c'est très drôle, heureusement, ce qui est le fun. Des fois, je suis comme, mon Dieu, c'est poche. Puis des fois, je suis comme, ah, j'ai eu cette idée-là, my God. Can you believe? Fait que comme ça, c'est vraiment le fun. Mais ouais, l'impro m'a vraiment comme aidé à tomber dans ce dialogue-là dans ma tête, ce qui fait que je me parle, puis je crée des conversations. Puis je peux pas écrire à la main jamais. Moi, j'ai besoin d'un ordinateur absolument, ou d'un clavier du moins, parce que faut que ça file, parce que mes pensées beaucoup plus vite que mes mains ou que mes doigts. Là. Ouais. Bon, mais on remonte dans le temps, justement. Qu'est-ce qui vous a amené sur le chemin du théâtre? Parce que là aussi, ça date pas d'hier, là. Oui, en fait, j'ai toujours été dans le milieu des arts ou de la scène depuis le plus jeune âge, dans le sens où, à la garderie, je faisais des spectacles. À la maternelle, je demandais à ma prof si je pouvais aller dire des poèmes à l'intercom de l'école. Ce que je faisais... Oh ouais. Ouais, c'était vraiment comme... J'avais vraiment cette espèce d'aura. Je chantais énormément, je faisais des spectacles sans que mes parents le sachent. Je m'inscrivais dans des concours. Mes parents, ils avaient de la difficulté à suivre, je pense, des fois. Puis moi-même, je pense que j'avais beaucoup de difficultés à suivre, des fois. Mais je le faisais, j'ai continué. J'ai fait de l'impro toute ma vie. J'ai fait mon secondaire en art au complet. Je fais de l'art visuel, je fais de l'art plastique, je fais de la danse, je chante. Donc, ça a toujours été vraiment proche de moi. Puis le théâtre, ça a été comme... un peu comme... C'est mon langage. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui vient me parler particulièrement dans le fait d'être ensemble en même temps et de partager un moment, d'être affecté par les gens qui absorbent en même temps que toi l'œuvre. Et la catharsis qu'on veut au théâtre, pour moi, c'est une des plus grandes forces qu'on peut retrouver en art vivant, définitivement. Donc, vous avez fait une formation en jeu, d'abord au Cégep Marie-Victorin, en arts et lettres. Puis ensuite, vous êtes allé au collège Lionel Groulx, en formation de jeu. Et vous avez fait 2 rencontres importantes au cours de cette formation. La première, c'est avec votre meilleure amie. Comment s'est développée cette complicité? Avec ma meilleure amie Myriam Gabory, ça s'est passé vraiment organiquement. On se connaissait depuis le secondaire parce qu'on était toutes les deux dans les écoles secondaires de la même ville, à l'Assomption. Moi, j'étais au public à l'école et elle était au privé. Et on était considérés comme les gens ratchet qui avaient des couteaux puis des chaînes, puis eux étaient considérés comme genre les gens qui étaient vraiment comme qui avaient des armes blanches vraiment affinées et propres. Puis il y avait comme une fausse guerre entre nos 2 écoles. Mais nous, on se rencontrait pendant les tournois d'impro. Puis après, on a fait notre cégep ensemble. Puis c'est à notre 2e année, dans le fond, qu'on a décidé de faire nos auditions de théâtre ensemble. Puis là, on a eu un parcours assez incroyable avec les auditions de théâtre. On a eu plein d'expériences vraiment le fun. Puis on s'est liés pour la vie vraiment à travers ça. On n'a malheureusement pas été à la même école. Elle a fait le conservatoire. Ah ben, c'est en lien avec son école secondaire. Ouais, c'est ça. Encore une fois, elle est allée au privé. Puis moi, je suis allé à l'école publique. Je suis allé au cégep. Mais vous vous êtes pas lâchés. Mais on s'est vraiment pas lâchés, puis on s'est soutenus jusqu'à la fin de tout ça. On est allé voir tous nos spectacles. Puis encore aujourd'hui, on est très proches. Elle est dans toutes mes productions. C'est toujours soit mon personnage principal ou mon personnage secondaire qui vient avec mon personnage principal. L'autre rencontre déterminante, c'est avec Stéphane Crête, qui pour moi restera à jamais Brad Spitfire dans une galaxie près de chez vous. Alors, dans quel contexte que vous vous êtes rencontrés? Quand on est finissant à l'école de théâtre à Lionel Groulx, on a le choix de prendre, dans le fond, un professionnel du milieu ou une professionnelle du milieu pour qu'elle vienne nous faire un atelier de 90 heures, je pense, dans notre dernière année. Et nous, on avait choisi Stéphane Crête parce qu'on se disait qu'elle allait nous donner des cours de mime.
Ce qui n'est pas arrivé, finalement, Stéphane est arrivé avec une idée prototype qu'il enseigne encore dans comme atelier qui s'appelle Confort dans l'inconfort, qui cherche à explorer une manière humaine et dans le consentement de créer des œuvres théâtrales ou des œuvres artistiques, des performances et tout ça. Puis à travers ça, moi, j'ai appris le consentement, j'ai appris désir, peur, limite, nommer les choses. J'ai réalisé plein de choses sur ma vie personnelle qui m'a ouvert les yeux et j'ai aussi commencé à explorer mon genre à travers les permissions que Stéphane nous a données, à travers le climat qu'il a créé, parce qu'il nous a vraiment outillés à créer un safer space, un espace qui était plus sécuritaire, en nous donnant des outils concrets comme trouver un langage commun, trouver des règles communes, avoir justement comme cette idée de gradation, jusqu'où on va aujourd'hui, c'est quoi notre capacité aujourd'hui d'absorber ou de vivre des expériences qui faisait qu'avec ce climat sécuritaire qu'on établissait, puis ce langage-là qui nous mettait tous ensemble dans cet état-là de conscience, on arrivait à pousser nos limites, à aller plus loin et à se permettre des choses qu'on ne s'était jamais permises. Et moi, à travers ça, j'ai fait j'ai envie d'explorer ma féminité. J'ai envie de jouer Médée, une chose qu'on m'a refusée. Médée, qui est une sorcière tragique de la tragédie classique de Racine, je pense. Mais je ne vais pas dire ça trop fort parce que c'est peut-être pas vrai. On regarde la foule et tout le monde est un peu... Tout le monde est perplexe. Mais oui, en tout cas, Médée, c'est une sorcière, elle est vraiment cool. Mais on m'a toujours dit que je ne pouvais pas la jouer parce que je n'étais pas une femme. Jokes on you. Et maintenant, c'est ça, j'ai joué Médée. Et ça tranchait aussi avec l'approche parfois un peu plus classique dans les écoles de théâtre? Ah, absolument, parce que l'école de théâtre, c'était on va défaire tout ce que tu es pour que tu deviennes un médium universel, ce qui est vraiment pas connecté au monde actuel, ce qui fait aussi que beaucoup d'humoristes travaillent beaucoup plus que les acteurs et les actrices qui ont fait des formations, parce que dans leur formation, elles sont formées à être elles-mêmes, à se concentrer sur ce c'est ça, qui elles sont, et à miser là-dessus, sur leurs forces et leurs faiblesses, et en rire. Alors que nous, on se fait dire, tu dois avoir aucune force, aucune faiblesse, tu dois être un modèle vide et pouvoir faire ce que tout le monde veut. Mais dans un modèle où on a beaucoup de financement, évidemment, ça, c'est génial. Mais quand on n'a pas beaucoup d'argent, on veut quelqu'un qui sait faire tout de suite ce qu'on veut. Fait que, tu sais, se concentrer sur cette idée-là de comme faire un canevas vide, blanc, où on peut poser des images, c'est plus utile, tu sais. Fait qu'à travers ça, tout d'un coup, c'était comme si en fin d'école, on se faisait dire non, qu'est-ce que toi tu veux? Puis comment toi tu vas le faire? C'est ça qui va faire que tu vas te démarquer. Fait qu'on va cultiver ça à ce moment-là. Fait que pour moi, ça a été un énorme cadeau, là. Et puis éventuellement, vous en êtes arrivé à travailler sur un projet théâtral marquant pour pouvoir explorer plus en profondeur aussi ces questions d'identité de genre. C'est un projet quand même assez récent. On en avait parlé l'automne dernier. Il s'agit de... L'amour looks something like you d'Éric Noël. Ouais. Alors, comment vous l'avez vécu, ce projet-là? J'ai vraiment vécu un moment assez incroyable. Ça a été ma première production professionnelle au théâtre. Puis moi, je suis sortie il y a quand même 5-6 ans. J'ai eu 2 auditions de théâtre depuis ma sortie de théâtre. En fait, j'en ai eu 3 maintenant. J'en ai décroché 2 sur 3. Bravo. Merci. Mais c'est ma première production, donc pour moi, c'était un grand moment. Puis en plus de jouer un texte écrit par une personne non-binaire, d'incarner un personnage qui est trans non-binaire, qui parle de ces questionnements-là, tu sais, qui étaient mes questionnements. Puis à ce moment-là, j'essayais d'avoir accès à mes hormones. C'était un cauchemar. Finalement, j'ai eu accès à mes hormones, je pense, comme 2 semaines après avoir fait ma présentation. Fait que c'était comme dans un moment vraiment charnière où j'ai fait des rencontres incroyables avec d'autres fantastiques personnes trans et non-binaires, avec d'autres personnes queer, où on a échangé, on a eu des discussions tellement profondes et tellement comme enrichissantes. Puis le projet en soi était fantastique et magnifique. Fait que comme ça m'a vraiment fait une expérience en or. C'était vraiment génial. Mélodie Noël Rousseau, notre collègue en théâtre, nous en avait parlé. Et d'ailleurs, moi, j'étais allé le voir le soir où notre autre collègue, Parfaite Mouswanga, était l'une des interprètes. Oui, exact. Parce que c'était un spectacle, en fait, où l'interprète ne faisait qu'une seule représentation. Exactement. On était, je pense, 12 ou 13. Puis chaque soir, on avait une ou un interprète différent qui allait faire le texte. Mélodie, c'est une bonne amie aussi. Alors, je ne peux pas terminer cette entrevue sans aborder un autre sujet, votre participation à Mixmania 2. C'était en 2011-2012. Moi, je suis de la génération Mixmania 1. Je ne l'ai pas faite, là, mais j'ai regardé. Moi aussi. Donc, une douzaine d'années plus tard, vous en gardez quoi de cette expérience? Ah là 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 là. Ça, c'est un drôle de sujet, tu sais, parce que pour moi, c'est assez fragile et sensible et j'aime vraiment pas en parler à tout le monde. C'est vraiment un sujet que, généralement, dans une première rencontre, je suis comme « Ah,
ah, j'ai pas particulièrement envie de t'en parler à toi, mais dans mes relations, souvent, je suis comme ça va sortir un moment donné, parce que c'est une grande partie de exactement, c'est notre relation qui s'en va là. Mais ouais, c'est un gros trauma, tu sais, faire de la télévision quand tu es adolescente, à 15 ans, 16 ans, et que tout d'un coup, tu appartiens à des gens, puis que tu n'as pas nécessairement de modèle qui t'a dit comment le vivre ou comment c'est ça, ben comment gérer toutes ces émotions-là, puis la pression des gens qui t'écrivent tous les jours, les demandes d'amis sans cesse, les questions intimes sur ma sexualité, sur mon identité, alors que moi-même, j'ai pas les mots pour les dire, tu sais. Ça a été très intense, puis heureusement, je pense encore, moi, j'ai comme j'ai un cerveau qui me protège énormément de beaucoup de choses, ce qui fait que je rentre dans des phases dissociatives, ce qui fait que j'ai pas beaucoup de souvenirs, mais j'ai des bons souvenirs, j'ai des amitiés incroyables, j'ai rencontré des personnes avec qui je parle encore tous les jours. Et j'ai un de mes amis de Mixmaï qui est là ce soir, d'ailleurs, dans le fond là-bas. Allô, Mathieu! Ils se font des coucous comme ça au loin. Puis c'est ça, tu sais, c'est des rencontres surtout, puis c'est des expériences professionnelles incroyables, ce qui fait que moi, à 16 ans, j'avais tous mes crédits UDA, puis je faisais de la télévision, j'ai fait 75 spectacles, mais aussi je faisais 2 heures d'autographe après chaque spectacle. Je voyais des gens pleurer, s'évanouir devant moi, ou des gens qui disaient « Toi, t'es mon moins préféré ». Fait que ça créait beaucoup de pression ou de choses comme de sentiments juste d'étrangeté, tu sais, de comme... Puis après, ben moi, je retournais la semaine faire mon secondaire, puis faire mes cours, puis me faire intimider, puis me faire traiter de fif tous les jours. Fait que c'était comme un drôle de climat difficile, avec beaucoup de positifs. Mais c'est ça, je pense qu'encore une fois, quand on parle de santé mentale, c'est une des choses qu'il aurait fallu avoir aussi dans ce processus-là, un support, avoir une psychologue, un psychologue, d'avoir des gens avec qui parler, ce qu'on n'avait malheureusement pas. Puis c'est aussi la première édition où il y avait les réseaux sociaux, tu sais, donc beaucoup d'angles qui, elles, ne pouvaient pas connaître et savoir ça allait être quoi l'amplitude, tu sais. Puis encore aujourd'hui, parce qu'on vous reconnaît. Ah oui. Alors, comment vous gérez avec ça? Parce que vous avez fait une transition depuis. Oui. Alors, comment vous gérez tout ça? Généralement, moi, j'ai travaillé pendant 10 ans dans les bars, puis vraiment, chaque soir, on venait me voir, puis on disait comme, « C'est-tu toi, de Mixmania? » Je ne nommerai pas mon dead name. Et je disais, non, mais on me dit souvent que je ressemble à... Puis là, je nommais quelqu'un d'autre. Puis j'étais comme, mais c'est vraiment bizarre parce que je trouve vraiment pas qu'on se ressemble. Puis là, je suis comme, moi, by the way, mon préf, c'était telle personne, puis cette personne-là, je le trouvais fucking lame en parlant de moi. Juste pour comme rendre les gens inconfortables ou... Puis après, je faisais un clin d'œil, puis je partais. Puis là, les gens étaient comme, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Donc, généralement, c'est ça. Je me fais encore... Puis encore, aujourd'hui, ça arrive que les gens sont comme, est-ce qu'on est allé à l'école ensemble? Ou genre, est-ce qu'on se connaît de telle place? Puis je suis comme... Oui, exactement. C'est de là qu'on se connaît. C'est juste de là, tu m'as jamais vu nulle part d'autre. J'aime vraiment plus les personnes qui me reconnaissent pas puis qui ont jamais écouté ça. Je trouve ça bien plus facile. Bon, ben moi, je l'ai pas écouté, fait que je t'ai pas reconnu, donc... Soyons meilleurs amis. Alors, je rappelle que la lecture de votre pièce « Le condo de mon Adelphe » aura lieu le samedi 4 mai à 16h au Théâtre aux Écuries dans le cadre du Festival du Jamais lu. Et puis le 22 mai au Théâtre La Licorne, où vous êtes auteuriste en résidence, il y aura la lecture de votre pièce, si je prononce correctement, Ruby, je suis un byproduct alchimique. Yes. Ça raconte l'histoire de Lily qui part au chalet abandonné de ses parents pour célébrer le début de son hormonothérapie avec ses chums. Et dans la distribution, je pense qu'il y a entre autres Xenia Gould, ouais. artiste formidable si vous ne la connaissez Poétesse incroyable à suivre, absolument. C'est à 19h, donc le 22 mai à la Licorne. Lyraël Dauphin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est trop gentil. Voici maintenant un résumé des nouvelles nationales et internationales. Commotion dans le milieu LGBTQ+, au Québec ce matin. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a interdit les toilettes mixtes dans les écoles. Celles existantes pourront toutefois rester en place. Les écoles devront aussi s'assurer de prévoir des toilettes individuelles pour les élèves qui en expriment le besoin. Le réseau communautaire LGBTQ+, est déjà en action pour dénoncer cette décision qui va à l'encontre d'un avis du ministère de l'Éducation daté de 2021. Le Conseil québécois LGBT a notamment déclaré qu'ailleurs dans le monde, les toilettes mixtes sont reliées à une baisse de l'intimidation et une hausse du sentiment de sécurité chez les élèves.
L'Ordre professionnel des sexologues du Québec a rencontré le comité de sages à la mi-avril. Dans son rapport, l'Ordre soutient qu'il est primordial que les personnes de la diversité de genre aient accès à des services de qualité basés sur des données probantes et non sur des courants d'opinion politiques ou publics. L'Ordre rappelle aussi que les droits des personnes de la diversité sexuelle sont protégés par les chartes des droits et libertés. Et la proportion de personnages LGBTQ+ dans les émissions de télévision à grande écoute est en baisse, selon le plus récent rapport de l'organisation américaine GLAAD, qui dresse un tel portrait de l'industrie télévisuelle depuis 2006. Leur analyse révèle qu'entre juin 2023 et mars 2024, 8,6 % des personnages récurrents appartenaient aux communautés LGBTQ+. C'est en baisse de 2 points de pourcentage par rapport à l'année précédente. Alors, comme je le disais en ouverture d'émission, la chronique humoristique fait place cette semaine à une chronique littéraire engagée. Et je suis très, très, très content d'accueillir l'autrice Catherine Lavarenne, qui est une alliée de la première heure du balado Tous. Bonsoir, Catherine. Bonsoir, Kim. Alors, avant de plonger dans le monde de la littérature, j'aimerais qu'on revienne sur cette nouvelle là, que je viens de lire, en fait, sur l'interdiction des toilettes mixtes dans les écoles, parce que tu travailles au Conseil québécois LGBT, tu es coordonnatrice du réseau des membres. Alors, tu as eu une journée chargée, on s'en doute. Oui, évidemment, même si c'est pas moi qui fais les communications et tout ça, mais c'est sûr que j'ai suivi ce qui se passe, ce que les gens disent dans notre réseau de membres et dans ce que mes merveilleux collègues, dont je vais vous parler plus tard, parce que justement, dans ton rôle au Conseil québécois LGBT, tu côtoies beaucoup les gens des organismes un peu partout sur le territoire du Québec qui sont membres du Conseil. Alors, tu as pu un peu aussi prendre le pouls aujourd'hui de ces personnes. Qu'est-ce qu'elles t'ont dit ou qu'est-ce que tu as reçu comme impression, comme première réaction? Bien, comme tu disais tout à l'heure, d'abord, c'est de l'incompréhension. On se demande avec quoi ce gouvernement-là prend ses décisions, même si on s'en doute bien, puisque tu l'as aussi dit, c'est des courants d'idées politiques et publiques beaucoup plus que des données probantes. Ce qui revient souvent, c'est qu'en fait, c'est nous, ce qu'on constate, là, je dis nous, les gens qui me parlent, puis ben, moi aussi, dans le fond, là, c'est que quand on explique c'est quoi une toilette mixte, les gens, finalement, sont d'accord, tu sais. D'ailleurs, je tiens à dire que, étant une fille prévoyante, avant de venir à ton micro, je suis passée aux toilettes non-genrées du Normandie. Et puis, tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé. Non. Absolument rien. J'ai fait pipi, puis ça s'est très, très bien passé. C'était extraordinaire. Une expérience fantastique. Mais c'est ça. Ceci dit, ben justement, Kim, décris-nous donc, c'est quoi des toilettes mixtes? Bien, ce sont des toilettes, en fait, où, plutôt que d'avoir un espace qui est ouvert dans le bas ou dans le haut, ce sont des toilettes, en fait, où il y a des portes, des murs, vraiment de haut en bas. Alors, elles sont situées dans un espace qui est accessible, peu importe quel est le genre de la personne. Et c'est à ce moment-là les lavabos qui sont dans un espace partagé. Ben voilà, je pense que tu en sais beaucoup plus que notre ministre de l'Éducation, qui apparemment n'a pas catché ça, et plusieurs chroniqueurs, qu'on nommera sûrement. Puis en fait, c'est ça, c'est que ce que j'entends, c'est mes collègues de partout, entre autres, je rends hommage à Julie de Rouyn-Noranda, d'où cette saga est partie, qui nous disait, ben tu sais, s'ils sont capables d'utiliser le même four à micro-ondes dans la cafétéria, ils sont capables d'utiliser le même lavabo dans les toilettes, tu sais. Puis à la maison, moi, je sais pas, mais chez nous, on utilise tout le même lavabo. C'est vraiment pas grave. Puis en fait, tu l'as dit aussi, pourquoi ces toilettes-là devraient être la norme? Bien, d'abord, ça diminue grandement la violence et l'intimidation, c'est ce qu'on sait, mais il y a aussi des avantages financiers, ce que la CAQ devrait quand même comprendre. Être réceptrice. Exactement. Réceptive, pardon. Mais il y a ce mythe numéro 1 qui est notamment joyeusement véhiculé par Sophie Durocher, que ce qu'on perd si on fait des toilettes mixtes comme ça, c'est la sécurité des femmes qui apparemment ne sont en sécurité que si elles sont dans une salle de bain où il n'y a que des femmes. Bien, Kim, je ne sais pas à quelle école secondaire Sophie Durocher est allée, mais quand tu es la seule nerd à lunettes puis à broche dans une salle de bain remplie de mean girls pubères, m'a dire de quoi, tu n'es pas en sécurité ben. Sauf que peut-être que Sophie Durocher faisait partie de la gang de mean girls. Est-ce que ça nous étonnerait? En tout cas, passons.
Mais il y a aussi, en fait, tout ce qui est le comité de sages. Oui. Parce que le comité fait ses travaux en ce moment, a commencé à rencontrer des groupes. Il y a beaucoup d'étonnement dans le milieu aussi que cette interdiction a été annoncée alors que le rapport n'est pas encore sorti. Bien, encore là, de l'étonnement. Est-on étonné vraiment? C'est un comité qui, en fait, a été créé spécifiquement pour réfléchir à ces questions-là, qui a été créé dans la foulée du scandale à l'automne de l'école de Rouyn-Noranda qui voulait faire des toilettes mixtes. D'ailleurs, une autre question quiz pour toi, Kim. À date, je suis bon, vas-y. Ouais, sais-tu combien d'écoles présentement au Québec ont des toilettes mixtes et seulement des toilettes mixtes? Je pense que c'était autour de 400. 301. T'es pas pire. Pas si loin. Il y a quand même déjà 301 écoles au Québec qui n'ont que des toilettes mixtes. Et encore là, où sont les vagues de toutes les horreurs qu'on Est-ce qu'il y a des incidents qui ont été rapportés? Pas à ce que je sache, mais bon, je suis pas experte non plus. Mais c'est ça. Donc, en fait, le comité de sages a été créé spécifiquement pour ces questions-là, pour s'informer de ce qui se fait ailleurs. Comme tu disais, en France, en Ontario, c'est quand même monnaie courante. C'est pas du tout lié à une question d'identité de genre. Ce comité de sages qui nous coûte quand même 800 000 tomates québécoises, n'est-ce pas? On se demande, coudon, est-ce qu'au début, quand on avait peur que ce ne soit qu'une farce, avait-on raison? Alors qu'apparemment, pour la mention X, par exemple, il fallait absolument attendre le rapport des comités de sages. Alors qu'il y avait déjà un jugement de cour, il y avait déjà, c'était déjà monnaie courante dans toutes les autres provinces du Québec. Mais là, pour les toilettes, par exemple, allons-y vite à l'encontre de toutes les données probantes qu'on a. Puis, tu sais, ça donne... tu sais, laisse-moi te dire aussi les commentaires farfelus auxquels on a accès. Aujourd'hui, j'ai reçu un message d'un espèce de Sylvain quelconque. Je te lis le message. « Vous ne comprenez pas ce qu'une jeune fille qui essaye de dealer avec ses premières règles, et là, entre parenthèses, changement de tampon ou de serviette. » Merci, Sylvain. Ce que cette jeune fille aimerait ne pas avoir de garçon autour d'elle dans cette salle où vous êtes déconnecté et nombriliste. Je suis comme, mais qu'est-ce que les gens pensent qu'on fait avec nos menstruations dans les toilettes entre filles? Est-ce qu'ils pensent qu'on fait des rituels avec notre sang menstruel? Est-ce qu'ils pensent qu'on s'écarte les lèvres entre nous pour se montrer comment s'insérer des tampons? Je sais pas. Est-ce qu'ils pensent qu'on fait des tests de Rorschach avec les taches de nos serviettes sanitaires? Comme... Pour vrai, c'est... En tout cas, tout ça, on se demande... Finalement, la CAQ nous a créé un comité de sages dont on ne voulait pas, de gens qui sont supposés être neutres et s'informer, pour que finalement, ils votent quand même des affaires. Comment tu disais tantôt, c'était bien dit, des courants d'idées politiques et publiques. Et les données probantes, elles nous coûtent très cher pour pas grand-chose, finalement. Et là, on parle de la CAQ, mais aussi en réaction, aujourd'hui, il y a le Parti libéral du Québec qui a appuyé cette décision. Bon, du côté du PQ, je pense qu'on a remis en question, encore une fois, toutes les étapes là, décisionnelles de la CAQ. Mais ce n'est pas juste la CAQ. Là. Il y a d'autres aussi courants ou groupes qui portent cette idée-là là, d'interdiction des toilettes mixtes. Effectivement. Puis là, on parle de toilettes, mais il y avait aussi, ça inclut également les vestiaires aussi aujourd'hui, mais on n'entrera pas là-dedans. Là, pour pas, restons dans les toilettes de la discorde. Voilà, pour pas mélanger tout ça. Donc, ben merci Catherine pour ce petit compte-rendu de ta journée. Revenons maintenant dans le monde de la littérature. Ah oui, je change de chapeau. Exactement. Parce que, bon, comme je le disais, tu es autrice, tu as écrit 2 romans. Le premier, Quelques lieux de constance aux éditions Héliotrope, en 2018, si je ne me trompe pas. Oui. Le deuxième, le plus récent, Fragile comme une bombe, a été publié chez VLB Éditeur. On aura l'occasion d'y revenir sur ces livres à ta prochaine chronique début juin, parce que, bon, aujourd'hui, je pense que c'est important qu'on parle plutôt des toilettes mixtes. Mais je trouve que ton texte aujourd'hui, parce que ça fait quand même quelques semaines qu'on avait planifié là, cette chronique aujourd'hui, il prend encore plus de sens avec la décision de ce matin du gouvernement caquiste. Alors, pour souligner la fête des travailleuses, tu as décidé de rendre hommage à toutes les personnes qui œuvrent dans le milieu communautaire. Alors, je te cède la parole, Catherine. Merci. Mais je commence par une anecdote parce qu'un dimanche soir, en sortant du cinéma, mes amis m'ont proposé qu'on aille prendre un verre. Puis je me suis surprise, les mots sont sortis tout seuls de ma bouche. J'ai répondu « Ah non, moi je peux pas, il faut que j'aille me coucher parce que j'ai vraiment hâte de dormir, j'ai hâte que la nuit passe, j'ai hâte de me lever parce que j'ai vraiment hâte d'aller travailler. » Comme legit, j'avais hâte d'aller au travail. Puis ça, tu sais, aimer son travail, là, c'est un petit peu comme aimer faire du sport. Il ne faut pas trop en parler parce que ça fait vraiment chier tout le monde autour de soi. Mais tu sais, imagine-moi, mon travail, là, c'est faire la pieuvre avec à peu près 80 organismes et groupes communautaires pour leur demander comment ça se passe chez eux, chez elles, puis ramasser toute cette information-là pour fomenter des plans diaboliques visant à instaurer le terrible agenda du puissant lobby queer. Par exemple, convertir les enfants pour en faire de vibrantes tapettes et des gouines électrisantes.
Leur apprendre que le genre est un spectre sur lequel on peut patiner comme sur une rivière multicolore. C'est nous autres, ça. On travaille dans la joie pour desserrer le carcan de l'hétérosexualité et de la cisnormalité. On déboulonne les portes closes, pas celles des toilettes, par exemple, qui enferment les esprits et les corps dans une histoire écrite d'avance, dans un scénario où le rôle qu'on veut nous coller à la peau nous brûle les terminaisons nerveuses jusqu'à nous faire disjoncter bien raide. Puis après, c'est nous qu'on appelle la folie. C'est peut-être pas plus mal. En tout cas, moi, je préfère ça à la paresse intellectuelle et à la soumission au gros bon sens mal informé que eux, ils appellent la sagesse. Je me sens privilégiée d'être témoin du travail de mes collègues de partout au Québec. Oui, mes collègues, c'est comme ça que je les appelle, même si on n'est pas sur le même payroll. Je trouve vraiment que c'est un mot adorable, collègue. Ils chantent l'égalité de la communauté, un peu comme camarade. Il nous fait pas chier avec son genre, là, il s'attribue pareil à tout le monde. Étymologiquement, il vient du latin colligere, lier, recueillir, rassembler. Ça se rapproche de collégialité, respect mutuel, partage, réciprocité, responsabilité et autorité collective. Mes collègues œuvrent gaiement à fabriquer des poches d'air où les pas normaux comme nous autres peuvent respirer en paix, au moins un peu. Et laissez-moi vous dire que la multiplication de ces simples poches d'air, ça en fait faire de l'urticaire à plus d'une. Tant qu'on restait à l'écart, tant qu'on incarnait le cas d'exception qui permet aux braves gens de démontrer qu'ils sont donc capables de faire preuve de tolérance, tant qu'on gardait ça pour nous puis qu'on faisait pas trop de vagues à l'extérieur du village, ça allait encore pas trop mal. Mais en se rendant plus visible, on se vulnérabilise. On existe, puis ça dérange. Pour la première fois depuis plus de 10 ans, mes collègues rapportent que sur le terrain, dans les écoles, dans les milieux de vie, ça recule. Ça recule. Je ne sais pas comment décrire ça. L'acceptation recule, l'ouverture, l'inclusion, nos droits reculent. J'aime pas ça, cette formulation-là, parce qu'elle donne l'impression que le tragique, c'est qu'on est en train de perdre quelque chose. Mais on ne peut pas perdre quelque chose qu'on n'a jamais vraiment gagné. Cette formulation-là, elle normalise le fait qu'on doit continuellement prouver qu'on est digne d'acceptation, d'ouverture, d'inclusion, digne de droit, alors que ça devrait être l'évidence. En fait, depuis environ 1 an, mes collègues remarquent que ça avance. Le mépris, le dégoût, la méchanceté, la haine. Ceux-là ont toujours été là. C'est d'eux qu'il faut parler. C'est eux qu'il faut montrer du doigt. Ici aussi, il faut que la honte change de bord. Mes collègues qui pollinisent le Québec en entier sont une armada de l'amour qui tient tête et qui tient corps et qui tient âme devant la montée de ces vagues toxiques. Moi, la première fois que j'ai parlé de ma blonde à ma tante, elle m'a dit « Je suis pas contre, mais c'est juste que maintenant, il y en a trop. Il y en a partout. » On était occupés à nettoyer sa cour ensemble, puis j'entendais ces mots se réverbérer autour. Il y en a partout, comme on dit d'une infestation de punaises. J'avais quasiment peur de découvrir une colonie de dykes non-binaires cachés sous les branches. Il y en a trop. Comme on dit d'un petit plat beaucoup trop salé qui vient gâcher un souper de famille. Trop pour quoi? Trop pour qui? Ça serait quoi un nombre de gays raisonnable pour pas que la soupe soit trop piquante? Moi, à ma job, je suis confrontée à ça à travers ce qui se dit dans les médias, surtout. Je suis un peu dans une tour d'ivoire. Une tour d'ivoire contaminée à l'amiante puis qui sent les égouts 1 jour sur 2, parce qu'on sait que le gouvernement il aime bien s'entretenir les immeubles communautaires. Mais mes collègues, par exemple, ce sont des personnes qui font de l'intervention de première ligne. Le monstre qui avance, c'est chez elles, chez eux, qui frappe en premier. Moi, quand j'ai une chronique de Richard Martineau, ça mérite qu'il ne sache pas faire la différence entre une opinion et un discours haineux. Puis à peu près autant que ça mérite qu'il ne sache pas faire la différence entre une phrase et un paragraphe, mais ça, c'est dire la grandeur de mon privilège là, ou de ma passion démesurée pour la syntaxe, ou en tout cas des deux. Mais pour mes collègues, c'est une autre histoire. Chez mes collègues, il y a des parents inquiets qui débarquent. Des parents que les collègues ont tranquillement accompagnés, écoutés, soutenus, informés. Il y a des enfants qui s'épanouissent un peu plus à chaque petit pas fragile qu'ils sont franchis ensemble. Il y a des quarantenaires timides qui osent enfin quitter leur conjoint et annoncer aux enfants que « Maman est lesbienne! »
Il y a des pré-retraitées courageuses qui viennent d'aviser leurs patrons que désormais, elles seront véritablement elles-mêmes, malgré la commotion que ça crée un changement de pronom. Il y a des sourires chez mes collègues, des libérations, de la douceur qui goûte simple comme le droit d'exister. Le droit d'être respecté dans son identité ou son expression de genre, dans son orientation sexuelle. Mais quand le venin de la peur se répand, il vient remplacer l'encre avec laquelle sont écrits ces droits-là. Alors, les mots se tordent et les images mentent. Une diarrhée verbale de Bernard Drinville sur les toilettes mixtes, c'est suffisant pour faire éclater des pots qui seront très longs à recoller. C'est suffisant pour faire s'émietter des liens de confiance longuement tissés. C'est suffisant pour renvoyer au cale de l'anxiété tout un entourage qui apprenait lentement à célébrer la beauté de leur enfant surprenant. Mes collègues vivent avec ça au quotidien. Mes collègues, je les admire parce qu'elles fabriquent des miracles avec des bouts de bois, des chandelles presque fondues, des cailloux érodés qui alternent entre la douceur et la dureté. Mes collègues, c'est des personnes qui interventionnent, qui communicationnent, qui administrationnent. C'est des directions générales qu'on n'appellerait jamais nos boss. Ça sonnerait faux parce qu'elles utilisent leur autorité pour protéger et pour parer les coups plutôt que pour ordonner et écraser. Célébrer la fête des travailleuses, pour moi, c'est célébrer mes collègues, mes camarades de lutte et de joie. Parce que c'est grâce à elles, si le dimanche soir, après le cinéma, je trouve plus aisément le sommeil que le chemin du bord. C'est grâce à elles, si pour moi, le lundi, c'est une journée comme les autres, dans laquelle j'entre sans avoir l'impression de courber les chines sous l'emprise de l'horreur capitaliste. Mes collègues, je vous aime. C'est un honneur de faire partie de votre communauté. Merci. Je ne saurais quoi ajouter, alors je vais laisser l'auditoire s'imprégner de tes mots. Catherine, on fait une petite pause musicale et on revient tout de suite après. Merci. Samedi dernier, c'était salle comble au Bain Mathieu à Montréal pour les célébrations de la Journée de visibilité lesbienne. On en a parlé brièvement la semaine dernière à l'émission. Je me suis rendu aux festivités en fin de semaine où plusieurs participantes ont témoigné de leur processus d'affirmation, parfois en dents de scie, notamment par manque de modèles dans l'espace public. Voici justement ce que la co-porte-parole de l'événement, Geneviève Labelle, avait à raconter sur son propre parcours. En 2016, quand je suis sortie de l'école, je voulais pas m'afficher comme lesbienne, comme comédienne, parce que j'avais peur d'être catégorisée, d'être étiquetée, puis de pas avoir accès à des rôles d'hétéro, par exemple, parce que les agents de casting, parfois, manquent d'imagination. Mais après avoir commencé ma carrière comme drag king, c'est comme si il y a quelque chose qui s'est développé chez moi, comme une envie d'être plus out and proud. Puis c'est comme si cet art-là m'a permis de comprendre pourquoi c'est important d'être politique et militant. Puis maintenant, je le suis vraiment à 100%. Puis avec Mélodie aussi, qui m'a amenée à dédramatiser aussi ça, parce que pour moi, c'était comme ça a été pendant longtemps un grand drame d'être lesbienne, alors que pour Mélo, elle, tu sais, à 30 ans, elle est devenue lesbienne, puis du jour au lendemain, elle était prête à le crier au monde entier. J'ai trouvé ça tellement inspirant, tellement beau. Naïf un peu, mais en même temps, ça m'a tellement interpellée.
Alors, Mélodie Noël Rousseau, sa conjointe, un petit accident dans le bar. Ça arrive de temps en temps, mais c'est la première fois en 26 épisodes, donc quand même, on va pas... je vais arrêter de le souligner. Alors, durant la journée, la conjointe de Mélodie Noël Rousseau de Geneviève Labelle, qui était aussi co-porte-parole et qui était avec nous la semaine dernière à l'émission. Alors, durant la journée au Bain Mathieu, 3 prix ont été remis à des personnes qui se sont illustrées par leurs actions. D'abord, Caroline Deschênes, cofondatrice du collectif Pluriel à Québec, qui a reçu le prix Visibilité. Jade Almeida, que nous avons déjà reçu à l'émission d'ailleurs un peu plus tôt ce printemps pour analyser le budget du Québec. Elle a reçu le prix Militantisme. Elle qui est cofondatrice de Arambec, un organisme de défense des droits des femmes et personnes non-binaires noires. Et finalement, Mona Greenbaum, directrice générale de la Coalition des familles LGBT+, a reçu le prix Hommage. Elle était aussi avec nous un peu plus tôt ce printemps. Alors... donc, c'est 3 femmes qui ont reçu des prix. L'événement est organisé par le Réseau des lesbiennes du Québec et le thème cette année, Habiter l'espace. Dans le petit montage que je vous ai préparé, vous allez entendre d'abord la directrice générale du réseau, Tara Chanadi, expliquer les raisons de ce choix et ensuite, vous allez entendre des participantes rencontrées sur place. Bien, on trouvait que ça permettait de vraiment célébrer la visibilité dans une multitude d'espaces, que ce soit les espaces publics, que ce soit les espaces privés, et de célébrer aussi des personnes qui sont impliquées dans divers milieux. Donc, ça permettait vraiment d'aller chercher à la fois des gens qui avaient transformé des espaces hétérosexuels ou hétéronormés, et à la fois des gens qui en ont créé de leurs propres moyens. Donc, pour nous, ça permettait d'aller chercher quand même quelque chose d'assez diversifié. Et notre campagne principale, c'était axé aussi sur que les municipalités reconnaissent la journée de visibilité lesbienne. Donc, d'avoir une reconnaissance dans la sphère politique. Et il y a 44 municipalités qui ont adopté une résolution pour la JVL. Et il va y avoir aussi une déclaration qui va être faite à l'Assemblée nationale pour la première fois pour souligner la journée de visibilité lesbienne. Clairement, c'est qu'on n'est pas assez visible ni représenté en général dans la société. Il faut savoir, je suis assez subtile en général sur mon intimité. Puis hier, j'étais genre, ah, tu sais quoi, Facebook, c'est le jour du coming out, ça y est. Puis là, j'ai mis une photo de profil temporaire de ma blonde et moi pour l'occasion et j'ai tagué la JVL pour que tous les gens qui ne savent pas c'est quoi s'informent et sachent que cette journée existe. Pour moi, cette journée-là, c'est de penser à la génération qui vient après, en fait, d'être visible au monde, de se rappeler aussi que c'est important de voir les lesbiennes, parce que j'ai l'impression que si j'avais vu plus de lesbiennes, je serais pas sortie avec des doutes pendant aussi longtemps. Et je pense que pour moi, c'est ça, c'est de faire, OK, ben ça se peut, ça existe, c'est possible et c'est joyeux d'être lesbienne. Nous vous rappelons que depuis la semaine dernière, Tous est aussi sur Patreon. Oui, c'est Charlie Morin qui va être fier de moi. J'ai réussi à mettre notre discussion post-émission en ligne. Alors, vous pouvez vous abonner à notre Patreon pour avoir accès à du contenu exclusif. Après chaque émission, nous poursuivons la discussion avec nos invités et les auditeuristes sur place ici à la Taverne Le Normandie. On approfondit certains enjeux, on en aborde d'autres. Il y a aussi le public qui est invité à poser des questions, à partager des témoignages. Alors, dorénavant, ces échanges sont enregistrés en audio seulement et mis en ligne sur Patreon pour les personnes qui nous soutiennent financièrement. Votre appui financier va nous permettre de poursuivre cette belle aventure qui est le balado Tous et mener à bien notre mission de diffuser l'information sur nos communautés LGBTQ+. Et puis, mon deuxième petit message aujourd'hui, c'est pour vous rappeler que le premier épisode du balado Les Divas de notre collègue Trana Wintour sort demain, jeudi 2 mai. Vous pouvez l'écouter sur Spotify, Apple Podcasts, Amazon, Google Balado, ainsi que YouTube. Et on m'a dit que c'est la plateforme idéale pour vivre l'expérience complète.
Au Bas-Saint-Laurent, l'organisme La Débrouille vient de lancer un groupe de soutien pour aider les personnes LGBTQ+, et bispirituelles victimes de violences entre partenaires intimes. On vous en a glissé un mot à l'émission la semaine dernière. Comme c'était la première rencontre hier soir à Rimouski, on s'est dit que c'était un bon moment pour aller faire un petit saut dans leur région où on rejoint Bec G. Laflamme, intervenante pour La Débrouille. Bonsoir. Oh, est-ce qu'on entend? On n'entend pas. Est-ce que je suis encore connecté? Ah! Est-ce qu'on m'entend? Oui, bonsoir, Bec. C'est mieux, là. Alors, Bec, est-ce que vous pouvez vous décrire physiquement et nous partager vos pronoms? Oui, j'utilise le pronom elle. Et puis, pour me décrire, je dirais que je porte des vêtements simples, mais très confortables. J'ai la peau blanche, les yeux clairs. J'ai cheveux mi-longs. Et j'aime compter que j'ai une coupe un peu border. Alors, Bec, le son n'est pas tout à fait à l'aise. Alors, ce que je vais faire, on va prendre une petite pause. Je vais vous appeler sur votre cellulaire, puis on va poursuivre l'entrevue à la place. Puis moi, je vais faire du montage pour le balado. C'est bon? Ça arrive, ça arrive. On peut remettre la musique, Lou? Non, je ne parle pas le thème. Tu peux remettre la musique du bar. Je me rends pas. Merci. Bon, j'avais son numéro de téléphone, mais là, je ne l'ai plus. Ah, qu'on aime ça, les gens qui nous l'envoient directement sans qu'on ait à le demander. Je vais ôter le Wi-Fi là. Je vais me brancher en Wi-Fi là. Roadcaster. Connecté. 4-3. Ah, je ne pas son numéro. Ah! Ça sonne! Allô? Allô? Est-ce que tu m'entends bien? Super bien. Est-ce que tu as un retour de son quand tu parles à notre public? Oui. OK, donc je vais quand même peser sur mute, mais sur mon téléphone. D'accord. On va faire comme si on sortait du jingle, OK? Puis je vais puis je vais relire ma présentation pour nous mettre dans l'ambiance. On entend bien dans la salle? OK, parfait. Au Bas-Saint-Laurent, l'organisme La Débrouille vient de lancer un groupe de soutien pour aider les personnes LGBTQ+, et bispirituelles victimes de violences entre partenaires intimes. On vous en a glissé un mot à l'émission la semaine dernière. Comme la première rencontre a eu lieu hier soir à Rimouski, on s'est dit que c'était un bon moment pour aller faire un petit saut dans leur région. Alors, on rejoint Bec G. Laflamme, intervenante pour La Débrouille. Bonsoir, Bec. Allô, Kim. Ah, puis là, ça, c'est mon téléphone qui fait des bip-bip. Pourtant, j'étais comme Je suis en mute. Hey, on n'arrive plus. Ah ouais, je pourrais pas faire ça. Il va falloir vraiment que tu baisses mon pote au complet, Lou. Bon, on va y arriver, les amis. Je vais leur faire. OK. Alors, au Bas-Saint-Laurent, l'organisme La Débrouille vient de lancer un groupe de soutien pour aider les personnes LGBTQ+, et bispirituelles victimes de violences entre partenaires intimes. On vous en a glissé un mot la semaine dernière à l'émission, et comme c'était la première rencontre hier soir à Rimouski, on s'est dit que c'était un bon moment pour aller faire un petit saut dans leur région, où on rejoint Bec G. Laflamme, intervenante pour La Débrouille. Bonsoir, Bec. Bonsoir, Kim. Est-ce que vous pouvez vous décrire physiquement et nous partager vos pronoms? Oui, j'utilise le pronom « yel ». Je porte des vêtements simples, mais assez confortables. J'ai la peau blanche avec des yeux pairs, puis j'ai les cheveux mi-longs. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous faire partie des communautés LGBTQ+? Ça veut dire exister authentiquement, puis surtout être en relation avec des personnes inspirantes, aimantes, qui me donnent envie de me lever pour défendre nos droits tous les jours. Alors, première rencontre hier soir du groupe de soutien pour personnes victimes de violences entre partenaires intimes. Comment ça s'est passé? Ça s'est super bien passé dans la mesure où les personnes présentes
ont pu se sentir assez en confiance pour partager entre elles. Puis à la fin aussi, elles avaient déjà des idées pour la prochaine rencontre. Puis aussi avaient envie de participer définitivement pour la suite. La Débrouille, c'est un organisme qui vient en aide aux femmes violentées depuis le début des années 80. Alors, pourquoi avoir décidé de créer un groupe spécifiquement pour les personnes LGBTQ+. En fait, je peux répondre en 2 temps ou 3. En fait, notre mission, elle a changé l'année dernière. Donc maintenant, on offre nos services aux femmes cis et trans, puis à toutes les personnes trans. Fait qu'il y a ça, de un. Il y a aussi le fait que c'était une recommandation des personnes qui avaient participé à nos groupes de discussion à l'hiver 2022, qui visaient à mieux comprendre c'était quoi leurs besoins, c'était quoi les obstacles qu'ils rencontraient dans l'accès aux services. Ça, c'était le premier temps? Oui, en fait, c'est les 2 temps. Puis troisièmement, c'est juste qu'on a des données qui nous permettent de savoir que ces personnes-là vivent ces violences-là, puis qu'en fait, elles sont sous-représentées dans les services. Donc, elles ne viennent pas nécessairement vers nous, même si on sait qu'elles vivent la violence. Et justement, les données, qu'est-ce qu'on sait par rapport à la proportion des personnes LGBTQ+, qui sont victimes de violences conjugales par rapport, par exemple, au reste de la population? Je pense que ce serait intéressant d'avoir davantage de statistiques pour avoir un meilleur portrait. Mais avec celles qu'on a disponibles, ce qu'on constate, c'est en effet que les proportions sont plus grandes que pour les femmes cisgenres hétérosexuelles. Par exemple, on va voir que les femmes de la diversité sexuelle vont être plus souvent victimes. Donc, c'est des taux à peu près de 67 si on compare avec un taux de 44 avec les femmes qui sont hétérosexuelles. Puis, quelques données qu'on a pour les femmes trans, mais là, on voit que c'est comme 3 sur 5 en comparaison avec 1 sur 5 pour les femmes cisgenres. Donc, oui, il y a vraiment quand même une grosse différence. Il y a aussi des réalités bien particulières pour les personnes LGBTQ+, qui vivent en région. D'abord, le bassin de population est beaucoup plus petit que dans les grands centres urbains. Alors, comment ça vient impacter le processus de se sortir d'une relation violente? Ça peut être difficile, un peu comme ça va l'être dans les milieux urbains, dans le sens où c'est toujours pas facile de dénoncer la violence, encore moins quand c'est dans notre propre communauté. On a toujours peur de si la personne va être exclue, comment ça va atteindre sa réputation. Mais dans le contexte régional, de la proximité, des petites communautés, c'est que souvent, on va se retrouver à partager avec cette personne-là les mêmes lieux, alors qu'il y en a très peu, les mêmes cercles sociaux. Fait qu'on va naviguer notre quotidien en sachant très bien qu'on risque de recroiser cette personne-là, même si on a mis fin à la relation. Il y a un des axes d'intervention du groupe, c'est de diminuer le sentiment de honte, de culpabilité qui vient souvent dans ce type de relation. Pourquoi c'est important d'agir sur ce front, mais surtout comment vous le faites? Je pense que par rapport à diminuer la culpabilité, c'est très important parce que finalement, dans le cycle de la violence, ce qu'on va voir, c'est que les personnes agresseurs vont se servir de justification pour faire porter le blâme de leur comportement violent sur la victime, qui, elle, va se sentir à son tour responsable de ces actes de violence-là, ce qui vient avec un poids le poids de la culpabilité. Puis quand on se sent coupable, puis on pense que c'est notre faute, on n'est pas capable finalement d'identifier que le problème, c'est pas nous, puis c'est la personne qui maintient du pouvoir puis du contrôle dans la relation. Ce qui fait qu'on va pas aller chercher de l'aide, on va pas être capable nécessairement d'identifier que c'est de la violence qu'on vit. Puis ensuite de ça, comment qu'on fait? Pour adresser ça puis diminuer la honte, je pense que c'est pour ça qu'on propose la forme du groupe de soutien. C'est pour venir rencontrer d'autres personnes qui ont des vécus similaires pour nous permettre de réaliser qu'on n'est pas les seuls, qu'il y a d'autres personnes comme nous qui vivent cette situation-là, que c'est un problème qui est social, en fait, du fait qu'il y a des personnes qui se sentent légitimes finalement d'exercer cette violence-là.
Ça permet de collectiviser ce vécu-là. Puis ça permet aussi d'entamer un processus de guérison, puis de retrouver d'autres personnes, puis s'entraider là-dedans. Vous prévoyez aussi aborder différents sujets comme la non-monogamie consensuelle, les structures familiales non traditionnelles. Comment est-ce que le fait d'aborder ces thèmes peut aider les participantes? Ben, finalement, c'est pour qu'elles puissent se sentir interpellées par les services qu'on offre, de un. Sentir qu'on est capable aussi de discuter de la violence en partenariat intime dans des contextes qui sont peut-être pas normatifs, puis qu'on va pouvoir quand même les accompagner dans ces réalités-là, même si elles sont peut-être moins fréquentes dans les populations qui d'habitude viennent dans nos services. Puis ça peut permettre aussi de créer plus de sensibilisation parce que la violence en partenariat intime prend différentes formes dans des différents contextes, puis ils sont tous multiples, les façons qu'on a d'être en relation intime et amoureuse. Ouais. J'aimerais qu'on déborde un peu du travail que vous faites à la débrouille. On me soufflait la semaine dernière que Rimouski était gentiment surnommé Rimousqueer. Alors, comment est la communauté LGBTQ+, par chez vous? Mais de ma vision à moi, puis de ce que j'observe, c'est que je suis témoin d'une communauté qui sait se rassembler pour créer des événements socioculturels très intéressants qui permet à notre communauté de rayonner, de briller vraiment. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives autonomes, communautaires, collectives, pas seulement à Rimouski. Là, je pense qu'il y a aussi dans le coin de Trois-Pistoles, il y a plusieurs projets qui émergent de ce lieu-là. Fait que, oui, c'est une communauté qui est vivante, vibrante et active. En même temps, oui, c'est sûr que c'est un grand territoire, donc c'est sûr que ça peut compliquer les relations, les communautés. J'aimerais quand même prendre le temps de mentionner que bientôt, à Trois-Pistoles, vous l'avez dit, il y a aussi un hub, là, j'ai envie de dire, de communauté LGBTQ+. Il y a le cabaret Post-Pistole qui s'en vient. C'est un cabaret érotique et queer qui réunit une vingtaine d'artistes. Ça se passe les 17 et 18 mai à Trois-Pistoles. Vous pouvez trouver l'information sur leur page Facebook et leur page Instagram notamment. Bec, j'ai la flamme, intervenante à la débrouille. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Et puis, on vous souhaite bonne persévérance dans votre travail que vous faites avec les communautés LGBTQ+, dans votre région. Merci beaucoup. Alors, c'est la soirée des nouveautés. Après Catherine Lavarenne un peu plus tôt, place à une autre nouvelle collaboratrice, Léolie Eshraghi, artiste, critique et commissaire en arts visuels. Ses projets privilégient la visualité internationale autochtone, asiatique et noire. Et elle est conservatrice des pratiques autochtones au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Bonsoir, Léolie. Oui, Talofay, bonsoir. Alors, est-ce que tu peux te décrire physiquement et nous partager tes pronoms? J'ai des cheveux courts, noirs, une moustache et un teint basané, hein, pour celles qui sont en salle. Je porte des habits noirs et des boucles d'oreilles que vous ne voyez pas, faites par l'artiste bispirituel Mi'kmaq Lailia Bennett, et un bracelet que je viens de recevoir d'une artiste bispirituelle de la Guyane française, Kalina Keiwa Henry. Je t'invite à juste déplacer tes feuilles dans un angle pour comme ça, tu vas directement parler dans le micro et on va bien t'entendre tout au long de l'entrevue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Léolie, faire partie des communautés LGBTQ+? C'est salutaire pour moi d'appartenir à des communautés ici et ailleurs qui déconstruisent et refondent les relations, l'équilibre écologique, le plaisir incarné et l'épanouissement personnel et collectif autrement que le modèle binaire en Occident qui date seulement des années 1880. Alors, tu vas nous parler d'art visuel, mais avant que tu nous partages tes suggestions de sortie aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un peu de toi, comme c'est la première fois qu'on te reçoit à l'émission. Est-ce que tu as toujours su que tu voulais être artiste ou bien si c'est arrivé à un moment donné dans ta vie? Oui, en fait, mes grands-mères étaient artistes en dehors du système des galeries. L'une personne brodait et l'autre samoine tressait et confectionnait des savates, des poupées, comme on dit.
Et on m'a encouragé très jeune à m'exprimer à travers tous les arts. Mais c'est vraiment dans la vingtaine que j'ai pu m'initier en tant qu'artiste autodidacte à l'installation, à la peinture, à la performance, à la vidéo, surtout à travers le Centre d'artistes autochtones Black Dot de Melbourne. J'ai ensuite eu le privilège d'apprendre de plusieurs générations de commissaires d'artistes d'universitaires autochtones et allochtones lors de résidences, de colloques et d'expositions. Tu parles très, très bien français, Léolie. Je sais que tu es francophile, tu es d'origine samoane, oui, mais tu es vraiment un fan du français. Comment c'est arrivé dans ta vie, le français? Je m'identifie plus comme francophone et pas francophile, parce que la colonisation française a fait des dégâts partout sur cette terre. Donc, depuis l'âge de 12 ou 13 ans, après avoir rencontré des stagiaires kanaks et vanuataises, travaillant dans des hôtels australiens, j'ai commencé à m'initier à la langue française. C'était afin de pouvoir communiquer avec ces peuples autochtones voisins de notre archipel samoan que j'ai appris le français. Donc, j'ai ensuite intégré des habitudes francophones d'ici, de loin, car j'ai choisi cette langue, tandis que mes ancêtres ont subi l'anglais et l'allemand. Voilà. Et tu te définis comme, j'espère que je le prononce bien, j'aurais dû te le demander avant l'émission, Fa'afafine? Fa'afafine. Fa'afafine, qu'est-ce que ça signifie? Être Fa'afafine signifie être issu d'une lignée de personnes à l'esprit et féminin et masculin, détentrices du savoir et de la créativité, et aussi appartenir au peuple samoan dans son ensemble, car la fluidité de genre, de relations de sexualité et de parenté est de mise depuis plusieurs millénaires, en fait. Donc, ma contribution à la société compte plus que le choix de mes partenaires. Alors, on va plonger cette fois dans le vif du sujet, les arts visuels. Il y a 2 expositions qui viennent de commencer au Centre d'art Daphné. D'abord, il y a celle de Cheyenne Rain-Legrand. Oui, donc c'est en fait la première exposition individuelle montréalaise de cet artiste Nehio Iskuo Cheyenne Rain-Legrand, Moulian, qui comprend des tissus imprimés, des châles lumineux et des plateformes mocassins par lesquelles l'artiste nous amène en profondeur à la langue Nehiawewin, la langue cri, à l'identité femme, au savoir ancestral et au mouvement porteur de guérison. Le châle Nimito est composé de milliers de languettes de canettes collectées par l'artiste et sa communauté durant les 5 dernières années, tressées avec du ruban pour rendre hommage aux robes de performance au powwow. Donc, la saison estivale qui s'en vient, là. Avec les plateformes mocassins, notamment, les œuvres de Rain-Legrand constituent une réclamation et une offrande de territoire. La deuxième exposition, toujours à ce Centre d'art Daphné, c'est celle de Cedar Eve. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est cette fois-là? Donc, encore une fois, la toute première exposition individuelle de cet artiste Anishinaabe qui vit ici depuis très longtemps et dont j'ai plusieurs boucles d'oreilles. Donc, cette expo intitulée Ndugami est une riche installation de photographies perlées et d'aînés de sa communauté de la lignée de la Ndugami ou l'abbé géorgienne et de polaroïdes de l'artiste pris durant différents séjours en enseignement au nord de l'Ontario. Alors ça, le vernissage, c'était le samedi dernier? C'était, oui, il y a juste quelques jours. Et ça dure jusqu'à quand? Début juin, quelque chose comme ça? Je crois, oui. Oui, environ. Bon, parfait. Daphné.art. Ça, on connaît l'adresse, le nom de la galerie. Ta deuxième suggestion de sortie qui commence tout bientôt, en fait, ça commence demain, le 2 mai. C'est une exposition au Montréal Art interculturel, le mai. On avait reçu d'ailleurs Camille Larrivée, qui est la directrice générale du mai. Alors, qu'est-ce que c'est cette fois-ci, c'est l'exposition? Donc, commissariée par Eunice Bellidor-Romé, l'exposition The Traces That Remain pose plusieurs questions significatives pour nous tous. Quelle sorte de séquelles demeurent dans le corps et l'esprit à la suite d'événements marquants? Sommes-nous les seuls touchés? Comment ces traces se manifestent-elles 1 minute, 1 an après, durant toute une vie? Deviennent-elles souvenirs ou cauchemars? Sont-elles toujours matière à créer de l'expérience de la résilience? Cette exposition regroupe les artistes Paul Lomami, Zinyal Nakvi, Shaya Ishak et Lan Florence Yi qui livrent des œuvres touchant aux archives, aux rites de passage, au deuil, à l'exclusion des minorités visibles et au lendemain de situations difficiles. Est-ce que tu veux aller
Est-ce que tu veux bien aller au vernissage avec moi demain soir, Kim? Est-ce que c'est une date? Non, non. Je suis ouverte à toutes. OK. Mais demain, c'est noté, demain, il y a quand même aussi plusieurs choses qui commencent. Oh là, l'Israël ne s'en peut plus sur scène. Heureusement que l'éclairage est déjà un peu rougeâtre. Hein? Comme ça, on ne change pas trop de couleur de teint. Mais, donc, je le disais, il y a quand même d'autres choses qui commencent demain aussi. Et je voulais en glisser un mot, c'est le festival Accès Asie, parce que ça a lieu tout le mois de mai et surtout parce que tu fais partie de la programmation. Qu'est-ce que c'est le Festival Accès Asie et qu'est-ce que tu vas y faire? Donc, c'est un festival qui existe depuis très longtemps, qui fait la part belle aux créations et traditions asiatiques. Et donc, durant lequel je fais une projection de plusieurs de mes œuvres vidéo au cinéma moderne, jeudi prochain, le 9 mai. En effet, c'est un partenariat entre le Festival Accès Asie, le Festival Filministe et le Mai, bien chéri, qui mettra au grand écran des œuvres explorant la mémoire, la joie et le plaisir incarné autochtone queer. Ce sont des œuvres créées en collaboration avec des membres des communautés queer melbourniennes, genevoises, montréalaises, banfites et honoluluaises. Donc, soyez des nôtres et posez-moi toutes vos questions dans le cadre de l'échange bilingue qui en suit, animé par la directrice artistique du festival, Naila Naoufal. Donc, jeudi le 9 mai au Cinéma Moderne dans le cadre du Festival Accès Asie. Toute leur programmation est sur leur site Internet d'ailleurs et le lancement officiel a lieu jeudi le 2 mai en soirée. Léolie Eshraghi, merci beaucoup pour cette première chronique. La glace, elle est brisée. Et surtout, en fait, je pense que c'était ton baptême du Normandie. Oui, tout à fait. Puis je salue mon cher Fabien aussi Villeroy. Qui a fait le déplacement pour venir ici. Merci. Alors, merci et on se retrouve bientôt, au mois de juin, je crois. Merci, Léolie. Merci. C'est déjà le mot de la fin. Merci à nos invités de la semaine, l'auteuriste et actrice Lyraël Dauphin. Bonne lecture ce samedi au Festival du Jamais Lu. Notre première chronique poético-engagée, livrée par Catherine Lavarenne. Elle est assise juste là dans le coin, le sourire aux lèvres. Merci, Catherine. Je partage ton sourire. Merci à Bec G. Laflamme, intervenante à la débrouille. Merci également à Léolie Eshraghi, conservatrice en pratique autochtone au Musée des Beaux-Arts de Montréal pour sa première chronique. Et à la technique ce soir, Lou Perreno. Nos interprètes en langue des signes, Catherine Langevin-Pépin et Geneviève, j'ai mal noté, Geneviève Lucier, merci. Et derrière le bar, comme tous les mercredis, Dominique Séguin, qui fait la pause. Alors, on vous invite à venir nous voir au Normandie. C'est tous les mercredis à 19h. Vous pouvez arriver avant en 5 à 7. La terrasse, elle est ouverte. On est là pour jaser avec vous. Et après, bien souvent, il y a du karaoké. Donc, vous êtes invités à rester aussi. On vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Facebook, Instagram, TikTok, Patreon. Abonnez-vous à notre infolettre également. Je l'envoie dans la nuit du mercredi au lundi. Du mercredi au jeudi. Ça va aller mieux. C'est une longue nuit, sinon. Écrivez-nous info@commercial.com. Ici Kim Roy-Grenier. Merci d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine.